Donc, pour donner deux petits exemples là-dessus, tu penses compétences rares et à la fois utiles. Pour tes éléments, par exemple, si tu veux prendre le community manager standard, tu vois, c'est quelqu'un qui fait un travail qui est finalement utile. Pas mal d'entreprises ont besoin de quelqu'un qui va gérer leur page Facebook, etc. Le problème, c'est qu'il n'a pas une compétence qui est rare, à moins qu'il soit vraiment le meilleur community manager de France. Et encore, je ne sais pas trop comment on pourrait le définir. Mais la plupart des gens qui vont poster du contenu sur Facebook et répondre aux tweets, le problème et la raison pour laquelle ils vont avoir du mal à s'en sortir et du mal à vraiment gagner des sous, c'est que leur compétence n'est pas rare en fait et on peut assez rapidement apprendre comment devenir community manager, en tout cas à ce niveau basique. Peut-être qu'il y a des community managers qui font très très bien leur travail et qui pour le coup ont une position de négociation, mais ça ne doit pas être le cas de la majorité des gens. Et l'inverse de ça, si on imagine une personne qui a une compétence qui est rare mais pas utile, t'imagines le mec qui est le plus gros spécialiste de Star Wars en France. Donc c'est assez difficile de connaître aussi bien Star Wars. Il a vu non seulement tous les films, mais il a joué à tous les jeux vidéo. Il a lu tous les bouquins, tu sais, les romans là qui sont vendus sur Star Wars. Il a acheté le bouquin, moi j'avais ça quand j'étais gosse, de George Lucas, où t'as les plans du Faucon Millennium avec les différentes parties et tout, enfin un truc de ouf. Le problème, c'est que pas grand monde peut monétiser cette compétence et savoir quoi en faire. Sauf si, je sais pas, il a monté un podcast de Star Wars qui permet de parler de sa passion et qui peut vendre de la pub, etc. Mais probablement, Alors tu rigoles, probablement c'est une compétence qui est. Ouais. mais alors c'est marrant. Tu sais que j'ai découvert un podcast sur Star Wars récemment, mais qui fait ça à titre bénévole et il n'y a rien à vendre derrière. Mais voilà, pour ton info, il y a un podcast français de quelqu'un qui parle de Star Wars. Tu te souviens du nom? Je peux te retrouver ça. C'est quelque chose qui fonctionne pas mal, hein. Ah ouais, j'en suis Euh, sûr. Et pour préciser, je dénigre pas du tout la compétence, hein. Je disais non, juste non. que c'est effectivement une compétence qui est rare, qui est difficile à acquérir et qui est intéressante. Le problème, c'est qu'effectivement, en termes de carrière, il y a assez peu de demandes en fait pour des spécialistes de Star Wars. Donc, tu aurais plus de mal à monétiser cette compétence. Quoique, à mon avis, il y a des exceptions, hein. Peut-être que si tu es un spécialiste ultra pointu de l'univers de Star Wars, tu peux aller bosser pour Disney et être coordinateur de leurs produits dérivés ou un truc comme ça. Et là, c'est génial, tu vois. Et du coup, tu es Ouais. tombé dans un truc où il y a une demande. Alors le podcast s'appelle Hyperdrive. Est-ce que tu sais ce qui est Hyperdrive? Il me semblait que c'est C'est pas la le vitesse truc qui lumière. ouais, c'est ça, je pense. Ou alors, c'est le composant pour vaisseaux spéciaux qui te permet d'aller super vite. Bah je sais plus. Mais en tout cas, ouais, c'est un podcast français, donc Hyperdrive. Voilà. Donc, bienvenue sur le podcast amateur de Star Wars. C'est ça. Bah voilà. Voilà. Bah Et voilà. je pense que d'un point de vue pratique, la conséquence de tout ça, c'est tout simplement que au départ, tu vas commencer par des choses qui sont pas forcément les plus passionnantes en fait. Si on prend l'exemple du tennis, un gars qui veut devenir champion de tennis, bah, il commence pas sous les feux du projecteur à Roland Garros. Au départ, c'est pas glamour quoi. Le champion de tennis, c'est un mec qui à 10 ans tape 1000 balles par jour et on lui envoie un truc et il fait 1000 droits à la chaîne pour perfectionner son coup droit. Et ça s'applique un C'est peu ce à que tout te le dit. monde. Tu peux donner, si tu veux, Ouais, l'exemple. Ouais. c'est ce que te dit André Agassi dans sa biographie Open, quoi. C'est que c'est- Ouais, qui est énorme. c'était très très loin d'être fun à ses débuts, quoi. Et tout sport, en fait, c'est la répétition des éléments de base pour atteindre une vraie compétence et être vraiment pointu sur les fondamentaux. Mais ça se généralise à tout. Si tu veux, on peut prendre l'exemple de quelqu'un qui veut écrire des scénarios pour la télé, par exemple. Exactement. Ouais, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut écrire effectivement des scénarios pour la télé, il va pas demain écrire le prochain, la prochaine émission télé qui va cartonner en France ou aux États-Unis. Non, en fait, il va commencer par faire de la pige, relire en fait ce que d'autres personnes lui envoient. Et en fait, c'est là-dessus où il va commencer à développer une sensibilité, à en fait enrichir ses connaissances de ce qu'il peut lire, de ce qu'il peut découvrir. La première step est quand même super ingrate, quoi. Tu relis et tu fais de la piche pour d'autres personnes. Enfin, c'est loin d'être fun, quoi. Si toi, ton objectif, c'est d'être scénariste télé, il y a quand même un gap entre les deux, quoi. Mais finalement, c'est exactement ce que tu peux voir. On en discutait tout à l'heure sur en fait tout le beau storytelling que tu as sur les entrepreneurs à succès qui ont fonctionné dans les médias. En fait, on te présente l'aboutissement de ce qu'ils sont, mais on te dit pas que bah, au début, ils ont commencé par des choses ingrates, ils ont testé peut-être des choses dans des entreprises avant de s'émanciper de tout ça, et que en fait, bah, pour arriver à un niveau de succès et à prendre du plaisir dans ce que tu fais, bah, tu commences peut-être effectivement par des choses un peu ingrates, un peu chiantes, qui sont pas le plus fun, quoi.
Et dans le domaine entrepreneurial, c'est un truc qui est rarement discuté, mais c'est de se dire que tu vas pas toujours commencer en fait par le gros business super sexy au départ. Et la meilleure présentation que j'en ai vue, c'est un mec qui s'appelle Rob Walling, qui a un concept que je vais appeler la méthode de l'escalier. En anglais, c'est le stair-step approach. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que lui, à l'époque où moi, je l'avais vu présenter ce truc-là en conférence. Et à l'époque, il avait monté un business qui était un business SaaS d'automatisation d'email, un vachement beau produit qui s'appelle Drip, qui a depuis d'ailleurs été vendu à Lead Pages, donc ils sont tous devenus riches. Et il avait ce business voilà vachement cool avec toute son équipe, de l'automatisation. Et il se racontait que quand il avait commencé, en fait, pour avoir les compétences de faire un business aussi complexe et aussi riche que Drip, il avait commencé avec des sites e-commerce où il vendait des serviettes de plage. Donc au départ, il faisait un truc tout con, il vendait des serviettes de plage. Et en fait, il avait appris comme ça le SEO, le référencement, et il avait appris comment un petit peu gérer son business. Voilà, en faisant un truc pas très sexy, en fait, et assez simple. Et au fil du temps, il avait développé ses compétences, ce qui lui a permis de monter d'un cran, d'où l'idée de l'escalier, puisqu'il y a plusieurs marches. Il avait monté une marche. Il avait commencé à vendre des plugins WordPress assez simples. Et ensuite, il avait commencé à vendre un premier produit par abonnement. Et au final, en fait, au bout de plusieurs étapes, il en était venu à monter cette boîte super sexy d'automatisation par email, etc. Tu sais s'il avait cet objectif-là de monter ça ou c'est un peu, il a testé et il est monté un peu comme ça. C'est venu au fur et à mesure. C'est pas quelque chose qui aurait pu être prédit, tu vois. Mais il a commencé en se disant, OK, moi, je connais rien, tu vois. Quand tu connais rien, tu vas pas monter un produit ultra complexe. Tu vas commencer par un projet plus humble que tu peux faire, que tu peux exécuter, qui déjà va t'apprendre pas mal de choses, tu vois. Et en fait, tout le monde se dit, ouais, ce business, tu vois, ça manquait un peu d'ambition par rapport à ce que je veux faire. Mais souviens-toi que même un gars comme Elon Musk, il avait commencé à l'origine par une boîte qui s'appelait Zip2, dont pas grand monde se souvient aujourd'hui, même si ça avait bien marché. Ensuite, il avait fait PayPal, ensuite, il avait fait SpaceX, tu vois. Et ouais, tu peux commencer par un projet au départ qui est pas ultra sexy, et en disant que tu vas développer des compétences pour passer à autre chose dans un horizon de 3 à 5 à 10 ans. Et c'est aussi comme ça que tu te construis tes opportunités. Tu vois, typiquement, si tu reprends l'exemple de Rob Walling, en gros, au début, c'est les serviettes. Il s'est dit, OK, après, il est parti du coup sur la next step où il a commencé à créer des plugins WordPress. En fait, tu vois que bah, ce que tu dis, étape par étape, il a augmenté et il s'est créé aussi des opportunités à chaque moment de son process pour développer la finalité de son projet à la fin, quoi. Et justement, j'aime bien le terme que Cal Newport utilise pour quantifier ça. Donc, cette idée tu trouves des opportunités. Pourquoi est-ce que tu trouves des opportunités? Parce que tu développes ce que lui appelle un capital de carrière. Donc, le capital de carrière, essentiellement, c'est l'ensemble de tes compétences, de tes expériences. Tu vois, c'est ce qui te permet d'avoir de la valeur, de tes contacts, etc. Et il te dit, bah, OK, tu vas te concentrer sur développer ce capital de carrière qui peut être investi dans différents projets. Et il me semblait qu'il parlait aussi de la. Je sais pas, peut-être que tu peux en parler sur la théorie des 10 000 heures, enfin la règle des 10 000 heures qui est. Bah, qu'on entend quand même. Enfin, il n'est pas le seul à en parler, mais qui est un concept relativement intéressant quand même. Ouais. Donc les 10 000 heures, ça vient de Anders Ericsson, un psychologue américain. Le concept a été popularisé par un monsieur qui s'appelle Malcolm Gladwell dans un bouquin qui s'appelle Outliers. Et le concept de base, c'est que si tu veux devenir un maître, tu veux devenir excellent dans un domaine, il te faut 10 000 heures de pratique délibérée de ce domaine-là. Et le concept est dérivé de différentes études qui regardaient les violonistes, les joueurs d'échecs et les différents types de sportifs et qui découvraient que le point commun, c'était un élément de bascule. Après 10 000 heures de pratique délibérée, il y avait les gens atteignaient une maîtrise d'un domaine. Et en fait, le chiffre de 10 000 heures est assez discuté et assez débattu. Parce qu'il n'est pas nécessairement considéré comme étant universel. En revanche, le concept qui est parfois, on y fait parfois moins attention, mais c'est là le concept qui est vraiment important, c'est le concept de pratique délibérée. C'est ça. Le pratique délibérée revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le mec qui va relire des scripts, sur le tennisman qui va pratiquer son coup droit en fait. La pratique délibérée, c'est de te dire, je vais prendre un petit élément, un élément fondamental de mon travail, de mon art, de ma discipline, de ma carrière, et je vais pratiquer cet élément-là jusqu'à le maîtriser. Et en fait, la pratique délibérée, c'est cette répétition, c'est le truc que tu fais tous les jours, qui peut être un peu pénible, qui est un peu fastidieux, mais qui te permet vraiment de maîtriser ces fondamentaux-là, qui vont ensuite être appliqués dans des projets, encore une fois, plus sexy.
Ouais, exactement. Et l'important aussi dans ces 10 000 heures, c'est effectivement ce que tu dis, c'est pas de passer 10 000 heures, mais c'est en fait, c'est quel type de travail, quel type de tâche tu fais sur ces 10 000 heures. Et typiquement, par exemple, les joueurs d'échecs, parce que c'est les exemples qui reviennent souvent, c'est au-delà de jouer en fait 10 000 heures, l'important, c'est aussi de t'entourer des bonnes personnes, de prendre des retours sur des stratégies que tu mets en place. Genre, je suis pas un joueur d'échecs professionnel, mais l'idée, en fait, c'est la pratique délibérée, c'est une pratique intelligente de ta discipline, quoi. Sur le joueur d'échecs, il donne un exemple assez précis qui est intéressant. Il dit, OK, si vous voulez devenir un très bon joueur d'échecs, quelle est la meilleure stratégie? Est-ce qu'il faut, numéro un, jouer un maximum de tournois? Ou numéro 2, étudier les échecs dans des livres? Et en gros, dans les livres, ce que tu vois, c'est que tu vois différentes situations et différents puzzles dont tu dois te sortir. Et ils avaient découvert qu'il y avait une réponse à cette question. Et que la réponse à cette question, c'était que les gens qui étudiaient d'un point de vue fondamental dans les livres, en utilisant différentes situations, progressaient plus vite, en fait. Parce que, effectivement, c'était moins marrant pour eux parce qu'ils n'allaient pas faire différents matchs et vraiment jouer des parties, mais ils allaient étudier des éléments fondamentaux. Et là-dessus, il y a un autre bouquin qui est vachement intéressant, c'est Art of Learning de Josh Waitzkin, qui était un prodige des échecs. Ils ont fait un film sur lui qui s'appelle Searching for Bobby Fischer. Et en gros, il dit que pour pratiquer les échecs, au départ, ce qu'il fait, c'est qu'il retire presque toutes les pièces, en fait. Et il force les gens à jouer. Ils ont genre un roi et un pion. Ils doivent jouer contre l'autre avec juste un roi et un pion. Et parce que ça leur apprend vraiment les fondamentaux du positionnement. Effectivement, c'est plus fastidieux. Tu as moins d'options, tu as moins de trucs. Mais tu pratiques ces quelques mouvements avec juste une poignée de pièces. C'est là où tu vas apprendre en fait les dynamiques fondamentales du jeu d'échecs. Et tu reviens encore une fois sur étape par étape, tu vois. Tu commences avec quelques pions et au fur et à mesure, en fait, tu vas enrichir, je dirais, ta boîte à outils. Plutôt que en fait, d'avoir tous tes pions, apprendre toutes les techniques d'un coup et en fait être incapable de les utiliser quand tu te retrouves justement en tournoi, par exemple. Tu vois. Ouais. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.